Apriori.tv, récit de vie, entretien avec Lucette Guyonneau, décembre 2021, épisode 2 sur 3, une vie consacrée au militantisme et au monde associatif. Bonjour Lucette. Bonjour. Comme vous l'avez mentionné dans notre précédent rendez-vous, vous étiez impliquée dans la paroisse de votre quartier et cette implication vous a permis de faire des rencontres et notamment avec la communauté gitane paloise. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment et quand est-ce que vous êtes entré en contact avec cette communauté ? Alors, c'est très anecdotique, c'est amusant d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y avait un vicaire de la paroisse que je connaissais très bien et qui était l'aumônier des gitans. Or, à l'époque, il y a 40 ans, il y a peu de gens qui s'intéressaient à cette communauté. C'était des manouches, avec quelques gitans, mais c'est surtout des manouches, qui sont implantés en France depuis le XVe siècle, donc voilà. Et disons, cette communauté se réunissait dans la salle paroissiale avec ce prêtre qui s'appelait Michel Lahaye, qui malheureusement est décédé cette année, d'ailleurs, en 2021. En 2021, on est en 2022 maintenant, mais voilà. Et ce prêtre, était très sympathique. C'était quelqu'un d'extrêmement ouvert, d'attentif aux autres. Et il réunissait des manouches le soir pour des réunions, moitié religieuses, mais surtout aussi de convivialité. Et à la fin de ces réunions, il y avait une dame de la paroisse qui était beaucoup plus âgée que moi à ce moment-là, une mémé, qui faisait un grand pot de soupe. On appelle ça dans le Béarn la garbure, disons, et puis un bout de fromage, un morceau de pain, et il venait. Alors il y en a certains qui venaient aussi pour manger, parce que vous savez, c'était une communauté à ce moment-là qui était très pauvre, mais misérable même, disons. Donc cette dame tombe malade et il vient me trouver en me disant « Tiens Lucette, j'aurais besoin que tu me fasses de la soupe pour la réunion ce soir, si tu peux me faire une sorte de garbure. » Alors je lui dis « Oui, avec grand plaisir. » Je lui dis « Mais pour combien de personnes ?»« Oh, il faut que tu comptes une 30aine de personnes. »« Mais mon pauvre ami, je n'ai pas de pot de soupe assez grand pour ça. » Alors il me dit « Tu peux pas t'en procurer un ?»« Oui, je vais me débrouiller. » Effectivement, je suis allée en ville me chercher un grand pot de soupe pour faire cette fameuse garbure. Et comme il me connaissait très ouverte d'esprit et surtout très curieuse, disons, il me dit « Si tu veux, tu assistes à la réunion. » Alors, mon mari et mes enfants me disent « Oui, on va se débrouiller ce soir pour souper, tu y vas. » Alors j'y étais, puis effectivement, j'ai vu comment il fonctionnait. Ça m'a beaucoup plu. Disons, ma soupe a eu beaucoup de succès, il n'est pas resté une goutte. Et quelques jours après, le prêtre vient me trouver en me disant « Tu sais, il y a 3 petites jeunes filles, elles sont en deuil. Il y avait notamment Hirscha, Macha, et puis l'autre, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Elles ont été un peu à l'école, mais elles ne savaient pas très bien lire. Et comme elles sont en deuil, elles ne sortent plus. Le deuil était très suivi chez eux. Pas de télé, pas de sortie, rien du tout. Et elle me dit, elle voudrait bien finir d'apprendre à lire parce qu'elles ont pris des petits bouquins, genre Harlequin, quoi, des petites histoires d'amour, des trucs comme ça. Alors je lui dis, oh, mais, comme il savait que j'étais une ancienne enseignante, je lui dis avec grand plaisir, je lui dis, elles viennent chez moi. Alors elles sont venues, disons, quelque temps chez moi pour finir à apprendre à lire, effectivement. Et elles ont amené même un de leurs cousins qui s'appelait Rino, disons, qui est venu aussi. C'était des gamines qui avaient 16-17 ans à peu près, voilà. Et Rino, pareil, quoi. Alors lui aussi voulait finir d'apprendre à lire. Elles sont venues plusieurs fois. Il y avait une association qui était confessionnelle. Alors à ce moment-là, c'était une religieuse qui avait fondé ça avec des prêtres, disons. Mais parce que personne ne s'occupait de cette communauté. Or, il y avait cette communauté sur Pau, puis il y avait une communauté de gitans qui était du côté d'Assat. Cette association était, plus ou moins confessionnelle, disons, et il y avait un vieux monsieur qui avait accepté d'être président, disons, mais c'était quand même, rien n'était vraiment bien structuré. Comment elle s'appelait cette association ? Ça s'appelait l'entraide de la plaine. D'accord. Voilà. L'aumônier me dit, tiens, écoute, nous avons une assemblée générale pour essayer de restructurer cette association. Est-ce que ça te ferait plaisir d'y venir ? Et moi,
toujours avec l'œil acéré pour regarder tout ça, et l'oreille attentive. Je lui dis oui, je viens. Et mon mari me dit, vas-y, disant, alors j'y vais. Et puis, c'était la première fois que j'allais à cette réunion et je suis sortie présidente. Voilà. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait remplacer ce vieux monsieur. Donc, j'ai accepté, pensant que c'était un rôle tout à fait, comment dirais-je, plus représentatif qu'autre chose. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait tout refaire, disons. Et surtout qu'une des religieuses qui avait été missionnaire en Asie avait ouvert ce qu'on appelle une halte à garderie, parce qu'elle avait fondé en Asie des orphelinats, disons. Et là, elle avait fondé une sorte de petite halte garderie, la mairie de Pau, sur un terrain qui s'appelait le Camisalier à ce moment-là. Le terrain du Camisalier, la mairie avait mis un préfabriqué pour faire cette petite halte garderie. Mais il n'y avait pas d'eau, un robinet mais commun en dehors, pas de water, enfin rien du tout. Et ce qui fait que la DAS, à ce moment-là, pour des problèmes d'hygiène, a été obligée d'y mettre son nez, bien entendu, parce que tous les gosses faisaient pipi dans le même pot de chambre qu'on allait jeter dans le fossé qui est à côté, Donc ils ne pouvaient pas regarder ça. Et il y avait un docteur à ce moment-là, le docteur Nancy, qui était très attentif, qui s'occupait de la petite enfance au sein du conseil général, et qui lui aussi avait un œil très, comment dirais-je, attiré par ces personnes qu'il ne connaissait pas non plus, nous ne connaissions pas tout ça. Donc lui, tout de suite, il avait voulu faire une PMI, une protection maternelle et infantile, c'est-à-dire des visites sur le Camisalier. Il y a été pendant quelque temps lui-même, parce que je pense qu'il était pédiatre au départ, il était docteur mais pédiatre. Et puis ensuite, il a été remplacé par une dame pour laquelle j'ai énormément de considération et de reconnaissance. C'était le docteur Bernadette Massé, qui a continué à faire la PMI sur ce fichu terrain où le préfabriqué s'était agrandi. Il y avait eu des bureaux parce qu'il y avait un employé de la mairie, tout ça. Donc on avait un petit coin pour faire les visites de PMI. Et cette PMI était faite donc par le conseil général, disons. Mais, comment dirais-je, on travaillait en très bonne intelligence ensuite, après, avec l'association, disons. Donc sur cette halte de garderie, la religieuse n'a pas été seule longtemps parce qu'elle a été débordée. Elle avait mis ça en place parce qu'elle voyait que les mamans avaient 6, 7 gosses. J'ai connu une famille qui en a eu 16 gosses, disons à l'époque. Et elle trouvait que les mamans étaient très fatiguées après ces grossesses répétitives qui commençaient des fois à l'âge de 15 ans et qui finissaient... Donc, les mamans venaient lui confier les enfants dans la journée pour pouvoir pousser un peu un soupir de soulagement. Et donc, elle avait été obligée de prendre des éducatrices, disons. Et alors, sur les conseils, justement, du docteur Nancy et de la PMI officielle, on avait été obligé de prendre... disons, ça avait été tout à fait judicieux de prendre des gens tout à fait qualifiés. Parce que plus les gens sont dans la précarité, plus il faut des gens hautement formés. C'est une erreur de mettre des gens qui ne sont pas formés. Les bénévoles ont un rôle, c'est vrai, à faire dans les associations, mais il arrive un moment où il faut des professionnels tout à fait qualifiés pour s'occuper justement des plus démunis, parce qu'ils ont un rôle éducatif primordial. Donc elle avait 2 éducatrices. Alors quand j'en suis sortie présidente, j'avais pris contact avec les 2 éducatrices et tout de suite les atomes crochus se sont faits. Tout de suite on a sympathisé, tout ça, j'avais envie de faire quelque chose aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que je ferais après, par la suite, parce que c'est démentiel par rapport à ce que je pensais donner à ce moment-là. Dans la première réunion où j'ai été, où je suis sortie présidente, là, déjà à l'époque, l'ancien président avait bien compris qu'il fallait se débarrasser de ce côté confessionnel, qu'il fallait faire quelque chose qui soit laïque, disons, parce qu'il y avait dans cette population 2 religions qui s'affrontaient un peu, c'est-à-dire les catholiques, et puis une sorte de protestantisme à eux. Si on voyait les catholiques, on ne voyait pas les autres, et nous autres, on était là pour éduquer, pour s'occuper de tout le monde. Donc, il a fallu refaire alors
les statuts, disons, une nouvelle déclaration puisqu'on changeait le nom. Ce sont même les anciens, l'ancien président et les gens qui étaient à cette assemblée générale qui ont quand même choisi le nom de Gadget Voyageurs. Gadget, c'est nous les sédentaires, et voyageurs, c'est les itinérants, c'est-à-dire les tziganes. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, avec le docteur Nancy m'avait dit, il faut surtout que dans vos statuts, ça soit apolitique et aconfessionnel. Alors, j'ai été la première présidente, mais nous étions 4 ou 5 à travailler quand même là-dessus, parce vous savez, la vie m'a appris que seul on ne fait rien. Il faut absolument être avec les autres. Hein. Ça, c'est primordial parce que on est tous complémentaires. Voilà comment est né Gadget Voyageur. Mais c'est parti d'une soupe et d'un pot de soupe bien rempli. Voilà. Et pour resituer, donc Gadget Voyageur est né, entre guillemets, dans les années 80, c'est ça? Alors, il y a 40 ans de ça, voyons, fais le calcul. Oui, c'est ça, dans les années 80. 80. Alors là, par exemple, ce que j'ai eu, c'est que j'ai été nommée présidente en décembre. Et l'ancien président m'avait dit, je vous donnerai tous les papiers, tout ça, il fallait qu'ils mettent tout en ordre, entre février et mars, quoi, voilà. D'accord. Et malheureusement, j'ai perdu mon mari à ce moment-là, en mars, qui était chef comptable et qui m'avait dit, moi je t'aiderai à mettre tout ce qui est comptabilité et compagnie. Et malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque avant que j'ai pu même avoir tous les papiers. J'ai quand même continué, moi j'ai tenu bon, et j'avoue franchement que ça a été aussi pour moi une période très importante. Ça m'a permis de dépasser le chagrin et les problèmes personnels que j'avais, parce que plus on donne aux autres, plus on s'oublie soi-même, et surtout quand on est dans des périodes difficiles, quoi, voilà. Avant de vous impliquer dans donc l'entraide de la Plaine puis Gadget Voyageur, est-ce que vous aviez déjà eu un contact avec le monde associatif avant ça? Oui, bien sûr, par la MJC Berlioz d'ailleurs, disons, puisqu'elle était naissante. Et puis, j'ai toujours eu l'esprit ouvert parce que mes parents se sont occupés aussi Papa était un grand sportif puisqu'il avait mis en place le basket ici dans les Pyrénées-Atlantiques d'ailleurs. Maman s'était occupée de bibliothèque populaire aussi. Donc, vous voyez, il y avait un terreau chez moi. Oui. Quoi, voilà, hein. À cette époque-là, quelle vision du militantisme vous aviez? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Alors, je vais vous dire une chose, je n'y pensais absolument pas. Oui. Pour moi, c'était quelque chose qui était naturel. Et tout ce qui était militantisme et compagnie, je m'en fichais, ça me passait au-dessus de la casquette. Il y avait des choses à faire, j'y étais, c'est tout. Voilà. Hein. J'aurais pu tomber, par exemple, dans un syndicat ou compagnie. La vie m'a amené vers ce monde-là. Sans contrôle, ça s'est présenté, bon, ben, j'ai fait, puis c'est tout. Mais le militantisme, pour moi, c'est venu plus tard, la conscience du militantisme, mais pas à cette époque-là. J'y allais franco, quoi, voilà. D'accord. Avec beaucoup d'innocence et beaucoup d'idiotie aussi, parce que je ne sais pas ce qui m'attendait, il faut quand même le dire. Et est-ce que vous aviez des retours, du coup, de la communauté manouche sur votre travail? J'ai eu un bon... si vous voulez... Comment dirais-je, ce sont des gens qui sont extrêmement intuitifs. Et ils savent, dès qu'ils voient quelqu'un, si on va être de leur côté ou pas. Ça, c'est comme ça. Hein. Alors, ils sont beaux de décroffrage, bien sûr. Donc, mais d'abord, premièrement, j'en avais peur, autrefois, comme tout le monde, parce que ce monde-là fait peur, hein, disons. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup plus peur encore de nous que nous d'eux. D'abord, j'ai eu des contacts avec les mamans, avec les éducatrices aussi, je n'étais pas seule. Mais avec les mamans, ça s'est très bien passé parce que nous étions mamans. Voilà. Oui. Hein, moi, j'étais maman, j'avais 3 enfants, elles en avaient développé. Et combien de temps vous avez été présidente? Alors, j'ai été présidente d'abord 15 ans, hein, à plein taux, où j'ai fait de tout, même du ménage. Oui. Vous savez, quand on crée quelque chose, on fait tout. Ouais. Et mes éducatrices étaient des pionnières, ça a été des filles formidables, je leur dois beaucoup. Et disons, enfin moi j'y étais pas tout le temps si vous voulez, mais j'y allais très 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 souvent parce que j'avais le souci que ça marche bien. Et nous avons été aidés aussi beaucoup par les structures d'État, c'est-à-dire le Conseil général,
trop content de trouver, passez-moi l'expression, mais des couillonnes qui voulaient bien s'occuper de ce monde-là, puisque eux, les personnels qui auraient dû y aller, n'y allaient pas parce qu'ils en avaient peur, ils ne savaient pas comment les prendre, tout ça. Bon, ils ont trouvé des bonnes volontés qui étaient là, hein. Je le dis un peu crûment, mais c'était vrai. Et tout de suite, ils nous ont aidés. La caisse d'allocation familiale aussi, hein, a été très, très présente à ce moment-là. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi Gadget Voyageur a fait évoluer votre vision du monde, ou votre vision des choses? Premièrement, ça m'a appris que dans toute personne qu'on pense étrangère, nous avons de grands points communs. Oui. On est de la même manière, on mourra de la même manière, on enfante de la même manière. Les préoccupations des mamans sont un peu les mêmes, même si les contextes sont très différents. Mais bon, on veut que nos enfants soient heureux, on veut qu'ils soient bien nourris, on veut qu'ils soient soignés. Et voilà, quoi. Et que la tradition aussi familiale est importante chez eux, comme aussi chez nous aussi, hein, même si ça disparaît. Nous avons quand même beaucoup de points de convergence, quoi. Il faut d'abord voir ce qui est positif avant de voir ce qui nous choque et nous éloigne. Oui. Mais moi, je sais qu'avec les mamans, je me suis retrouvée quand même maman. Alors moi, j'avais la chance d'avoir une machine à laver, elle lavait à la main, à l'eau froide et compagnie. Enfin, mais moi, j'avais connu aussi ça quand même, parce que j'avais pas toujours eu une machine à laver. Je suis une vieille dame. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir précis de quelque chose qui vous a marqué, un souvenir heureux à Gadget Voyageur? Quelque chose qui vous a peut-être marqué plus que d'autres? J'en ai eu plusieurs quand même, des souvenirs heureux, même s'il y a des choses très difficiles. Par exemple, je vais commencer peut-être par les choses difficiles pour arriver à quelque chose de plus heureux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'allais à tous les enterrements, par exemple. Et ils mouraient très jeunes parce qu'ils n'étaient pas soignés. Je sais qu'une année, il y a eu 8 décès dans notre petite communauté. Le plus jeune avait 8 mois et le plus âgé avait 48 ans, vous voyez, disons. Ça. Alors, par exemple, ce que j'ai trouvé d'heureux, c'est l'évolution des femmes, par exemple, parce que elles ont pris conscience que leur féminité était à évoluer, disons. Elles ont pris conscience aussi que les enfants devaient aller à l'école. Alors, c'est une scolarité qui n'est pas encore tout à fait comme la nôtre, mais enfin la nôtre aussi, elle a des côtés un peu pervers aussi, oui. Parce qu'il y a beaucoup un absentéisme, surtout dans certaines villes ou quartiers. Mais quand même, nous avons été très très heureux quand il y a une jeune femme qui a eu un bac professionnel. Voilà, parce que il y a 40 ans, ils étaient pratiquement à 95% illettrés, analphabètes, franchement. Et petit à petit, il y a eu des progrès pour la scolarité, même s'il y a maintenant un certain recul. Le Covid n'a pas arrangé les choses. Enfin, il y a eu ça. Les mamans se sont quand même aussi modernisées, si vous voulez. D'abord, il y a eu quelques années, elles ont appris à aller dans les laveries et ne pas laver tout à la main. Voyez, elles ont été très, comment dirais-je, très attentives à soigner les enfants, disons, ça, on soigne les enfants, ainsi de suite. Il y a des choses très... La mortalité infantile a régressé aussi, disons. Les problèmes de santé, les problèmes de santé, il y en aura toujours parce que malheureusement, il y a une consanguinité aussi, tout entre cousins, si vous voulez, oui. C'est dans la même catégorie. Et malheureusement, les mariages avec des gens qui ne sont pas manouches, que ce soit surtout des femmes, ça ne tient pas longtemps parce que, c'est une autre sorte de vie et c'est très difficile. Des mariages mixtes, c'est très difficile. Donc, ils se marient tous entre eux, quoi, voilà. Mais il y a des progrès de fait quand même. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets ou il y a des choses que vous auriez aimé accomplir que vous n'avez pas pu accomplir au sein de Gadget Voyageur? Alors, bien sûr, on ne peut pas être content de tout. Bien sûr, il y a eu des choses... j'aurais pu faire peut-être plus et mieux, j'en sais rien. J'ai beaucoup bataillé quand même, parce que ça a été très dur quand même d'imposer la connaissance de ce monde-là, même dans les visites d'État. Autant il y en avait qui étaient tout à fait favorables à ce que nous faisions, autant il y en avait, notamment quand on a voulu
Scolariser les enfants, ça a été extrêmement difficile parce qu'il y a vraiment des écoles qui nous ont fermé les portes, qui n'en voulaient pas. Parce que ce que nous voulions, si vous voulez, dans un premier temps, c'est les mettre par petits groupes dans les écoles, les dispatcher sur les écoles de Pau, pour surtout qu'il n'y ait pas de ghetto. Alors il y a des écoles qui ont été tout à fait ouvertes à ce monde-là, dont notamment Marancy, qui est ici, l'école du quartier. Avec des problèmes parce que malheureusement, comme les parents savaient qu'ils étaient bien acceptés, ils voulaient tous les inscrire là. Et il y en a eu trop, voilà, à ce moment-là. Mais on les a dispersés un peu dans les écoles. Mais à ce moment-là, nous étions très aidés parce que nous avions un poste de médiateur scolaire. Alors, je suis interminable. Non, du tout. Non, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, vous êtes nommée comme présidente d'honneur de Gadget Voyageurs. Oui, alors ça, je m'en fiche. Donc ce titre ne vous évoque rien du tout. Non, rien du tout. Et enfin, par exemple, il y a quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est tout à fait personnel, ça. Mais quand j'ai eu mes 85 ans, le président, Julien, me téléphone en me disant « Tu sais, Lucette, je passe dans ton quartier cet après-midi, est-ce que je peux venir te faire un petit coucou ?» Oh, je lui dis avec grand plaisir. Tout le conseil d'administration est venu avec un magnifique bouquet de fleurs me fouetter mes 85 ans. Et ça m'a fait un plaisir fou, parce que je sais très bien que dans une association, et tu plus président, ou tu plus rien, voilà. Oui. Mais là, je ne m'y attendais pas du tout, et vraiment, ils m'ont montré leur affection. Je suis la mémé de Gadget Voyageurs, voilà. C'est ce titre qui me va. Oui. Merci, Lucette. Un entretien réalisé par Léna Saoui pour apriori.tv.